On n'a plus d'animateur, donc c'est moi qui anime. Pas de bol, parce que vous avez noté que j'étais un peu bavard. Non, alors je vais essayer. Merci, Madame la Ministre. Donc je vais essayer de ne pas l'être, du coup. Et puis je l'ai dit à ceux qui partaient tout à l'heure, s'intéresser à l'intelligence artificielle, c'est bien, c'est un fait. Nous avons vu cette salle peut accueillir 300 personnes. Il y avait des gens debout. Donc non seulement on a bien fait d'augmenter la capacité par rapport à l'année dernière, mais on va défendre pour l'année prochaine qu'il faudra, peut-être on ira en salle plénière, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai déjà passé le mot au président de l'AMF. Mais parler d'intelligence artificielle, s'y intéresser et ne pas s'intéresser à la question de la cybersécurité n'aurait pas de sens. Dans les choses que j'exprime en permanence depuis que je m'intéresse au sujet numérique, il y en a une assez simple à laquelle je crois. Alors c'est une opinion, vous en ferez ce que vous voulez, mais je ne comprends toujours pas pourquoi les sujets numériques ne sont pas abordés dans les mêmes conditions que les sujets de la vie physique réelle. Pourquoi on accepterait dans le monde numérique des choses que l'on s'interdit dans le monde réel? Ce qui est criminel dans le monde réel est criminel dans le monde numérique, dans le monde de l'intelligence artificielle. Or, ce n'est pas comme ça que les choses ont été conçues, vous le savez. Confère par exemple le sujet, mais je n'ouvre pas le débat, de l'anonymat complet, permanent et total sur Internet, alors que les conditions d'anonymat dans la vie réelle sont strictement encadrées. L'anonymat des correspondances, évidemment, mais vous savez que nous avons des lois qui nous interdisent, par exemple, de nous promener dans la rue complètement anonyme. Bref, il y a plein d'enjeux autour du numérique qui devraient être compris comme les sujets du monde physique, et celui de la sécurité, de la cybersécurité, en est évidemment un exemple extrêmement criant. Si nos systèmes ne sont pas fiables, s'ils sont fragiles, eh bien, nous ne pouvons pas construire des solutions numériques et des solutions d'intelligence artificielle dans lesquelles nos concitoyens auront confiance. On a quand même tendance à fermer la porte de sa maison, à fermer sa voiture à clé. Nous devons penser à protéger nos données. Et pour ça, il y a évidemment des réflexions. La France a été à la pointe puisqu'elle est à l'origine de la directive européenne NIS 2 qui va rentrer en droit français dans les semaines qui viennent normalement et dont la ministre, je crois, va nous entretenir en partie. Sur ce sujet de Nice 2, l'AMF a une position qui n'a pas encore été totalement entendue par le Parlement, parce que nous devons trouver le juste équilibre entre la nécessité d'augmenter le niveau de sécurité et de conscience et notre capacité à faire. Parce que si on pousse trop loin le curseur, le risque que l'on ne fasse pas est assez élevé. Et j'ai pour ma part un point d'inquiétude, c'est que le projet de loi actuellement, a priori, intègre la totalité des intercommunalités, y compris les plus petites, et que là, la marche risque d'être très haute. Et je crains qu'on ne soit pas en capacité de la passer, en tout cas pas dans les délais idéaux qui seront posés par la loi. Donc pour ce point d'information, nous avons donc évidemment Madame la ministre Sheran qui débutera. Nous aurons ensuite le témoignage de nouveau de Geoffrey Boulard pour la métropole du Grand Paris. Et puis dans la deuxième séquence, nous avons le général Christophe Husson, ici présent, commandant du ComCyber. Jérôme Notin, le directeur général du GIP Cybermalveillance, le général François Degèse, chef de la division coordination territoriale de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et puis, comme la France est divers dans ces territoires, que nous avons des zones gendarmerie et des zones police, et que le ComCyber associe les deux forces de sécurité, nous avons la participation de Julien Ham, commissaire de police, chef du pôle du renseignement cyber à l'OFAC. C'est bien ça? Voilà. Eh bien, chers collègues, je propose à la ministre d'emblée d'ouvrir le feu, et puis nous aurons évidemment à la fin la possibilité d'échanger avec vous sur tous les points qui peuvent vous préoccuper. Merci beaucoup.
faire le ménage de l'AMF. Bonjour à toutes et à tous. Alors je vois que l'IA intéresse plus les élus finalement que la cybersécurité, mais c'est pas grave parce que la sécurité, on en parle déjà depuis pas mal d'années entre élus. Et ce n'est que le début, on va devoir continuer parce que c'est essentiel. Et il n'y aura pas d'IA si elle n'est pas sécurisée. Donc à un moment, de toute façon, on reparlera de sécurité au niveau de l'IA. En tout cas, messieurs les coprésidents de la commission numérique de l'Association des maires, cher Michel, cher Patrick, mesdames et messieurs les élus, maires, adjoints, conseillers municipaux, j'ai vu des députés, madame la députée, je suis ravie de vous voir, les sénateurs qui sont là, les conseillers départementaux, conseillers régionaux, en tout cas je suis ravie de vous voir tous, les élus, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, bonjour à toutes et à tous. Alors je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin pour cette table ronde et merci pour l'invitation. Avec des élus locaux dont je fais partie. Je rappelle que je suis encore conseillère municipale de la ville de Vannes dans le Morbihan, après avoir été adjointe au maire en charge du numérique, première adjointe, conseillère régionale de Bretagne et députée. Donc l'attachement que j'ai au territoire, c'est ce qui guide mon action également au ministère aujourd'hui. Et on va évoquer ensemble le sujet de la cybersécurité des collectivités territoriales qui me tient à cœur. J'y travaille depuis beaucoup d'années. Je vois des têtes ici que je connais bien, avec qui on travaille depuis longtemps sur le sujet. Alors le titre de la table ronde, il est éloquent, celui que vous avez choisi. Cybersécurité, quelles obligations, quelles protections face aux menaces? Si vous me permettez, je vais articuler mes propos autour de ces interrogations finalement. Quelles sont vos obligations ou quelles vont-elles être très prochainement? Et quelle protection face aux menaces? Ce serait intéressant également de vous exposer les menaces auxquelles vous êtes confrontés, parce qu'elles existent bien. Même si on est gentil, les collectivités locales, et qu'on pense qu'il n'y a pas de raison qu'on soit une cible, c'est une erreur. Une grosse, grosse erreur d'appréciation. Oui, les cybermenaces sont bien réelles. Celles et ceux d'entre vous, et je suis sûre qu'il y en a ici qui ont dû y faire face, le savent. Je fais partie de cela, de ces personnes qui ont eu à gérer des cyberattaques, à Vannes notamment. Eh bien, à l'heure où nos vies s'entrelacent à travers les réseaux, à travers les algorithmes, où la souveraineté d'un pays peut se jouer à une ligne de code, la cybersécurité est devenue un impératif vital. Les cybermenaces ne connaissent ni frontières administratives, ni cloisonnement institutionnel. Ce sont nos communes, nos collectivités, nos entreprises, nos associations qui en affrontent chaque jour les conséquences. C'est avec elles, dans leur territoire, que nous devons construire la muraille numérique de la France, une muraille faite d'expertise, de solidarité et de confiance. Je le dis sans ambages, la cybersécurité est devenue une condition sine qua non de notre liberté et de notre souveraineté. Face à ces défis, la France, évidemment, ne saurait rester spectatrice. Elle s'est d'ailleurs pleinement investie depuis 2008 pour renforcer la cybersécurité avec la publication du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, puis en 2018 avec l'adoption de la revue stratégique de cyberdéfense, et cette année, enfin, avec la revue nationale stratégique qui a été mise à jour avant l'été 2025 et qui érige, à raison, la cyber-résilience de la nation au rang d'objectif stratégique. Mais ces défis, nous ne pourrons pas les relever seuls. C'était également une pensée commune qui est, à mon avis, une erreur, d'imaginer que c'est l'État seul qui est finalement garant de cette cyber-résilience. Je vous invite vraiment à lire la revue nationale stratégique. C'est passionnant. C'est mon livre de chevet, en ce qui me concerne. Et le rôle des collectivités territoriales est essentiel dans la cyber-résilience de la nation. C'est quelque chose de facile à lire, c'est très bien expliqué. Et je vous invite, elle est vraiment accessible sur le web. Vous pouvez vous la procurer, la revue nationale stratégique. Mais ces défis, évidemment, on ne pourra pas, nous, seuls, l'État, les relever. La cyber-résilience de la nation passe par l'association de l'ensemble de l'écosystème cyber,
l'État, je l'ai bien dit, bien sûr, et on est au rendez-vous, les entreprises, mais aussi les collectivités territoriales, et singulièrement les communes. Et puisque nous sommes au Congrès des maires, permettez-moi de partager avec vous une intime conviction. La cybersécurité ne peut pas, ne doit pas être l'affaire, je l'ai dit, exclusive de l'État. La collectivité territoriale, c'est l'échelon de proximité. C'est aussi celui de la connaissance fine des spécificités territoriales, locales, une connaissance parfaite de ce qui se passe sur le territoire. Et vous pouvez nous permettre de mettre en place une politique cyber adaptée à vos territoires. Et je le dis en tant que ministre aujourd'hui, également en tant qu'élu local. Pour que notre politique nationale de cybersécurité soit efficace, nous aurons besoin des communes. Et en vous disant cela, je vous adresse notamment aux élus des territoires ultramarins qui sont confrontés à des difficultés très particulières et dont j'ai pleinement conscience. Les territoires ultramarins sont particulièrement exposés et vulnérables face aux risques cyber. Elles sont même les cibles privilégiées d'actes de cybermalveillance, parfois directement commandités par des puissances étrangères. La prochaine échéance électorale des municipales fera des communes des cibles privilégiées des cyberattaques. Je vais même être encore un petit peu plus réaliste. Non seulement les communes risquent d'être des cibles des cyberattaques, mais les candidats aux élections municipales, vous risquez d'être des cibles de cyberattaques également. Donc il faut en avoir conscience, il ne faut pas avoir peur et rester dans son coin. Il y a des solutions évidemment et des acteurs partout dans les territoires qui peuvent vous accompagner. L'actualité récente en a fait la triste démonstration. À la veille de leurs élections municipales et régionales, plusieurs partis politiques danois ont vu leur site internet coupé à la suite d'une cyberattaque revendiquée par des hackers pro-russes. Les tentatives de déstabilisation commanditées par des hackers directement ou indirectement liés à des puissances étrangères sont bien réelles et les communes sont dans le viseur des acteurs cybermalveillants. Les forces de sécurité qui sont ici et les spécialistes, je pense, reviendront là-dessus. Mais il faut avoir conscience que nous ne vivons pas seulement dans notre territoire, nous faisons partie d'un tout, la nation, et que la France aujourd'hui est la cible de pays et la déstabilisation, c'est un des moyens pour atteindre à notre stabilité et à nos valeurs républicaines. Il faut nous y préparer, vous avez des acteurs en local, et pour les entraver lorsque c'est possible, et y faire face quand elles nous frappent. C'est aussi parler, c'est-à-dire ne pas rester seul quand il y a des actions de ce type. Il était question d'intelligence artificielle dans la précédente table ronde. Nous devons également dès à présent anticiper les futures menaces pour gagner les combats de demain. À ce titre, nous devons nous préparer à la révolution que constitue l'émergence de l'intelligence artificielle. En plus des vulnérabilités de cybersécurité usuelles, les systèmes d'intelligence artificielle sont exposés à des vulnérabilités spécifiques liées au modèle de l'IA. C'est aussi un enjeu majeur de souveraineté nationale. L'IA générative apporte des capacités décuplées aux cyberattaquants en mettant à leur disposition des outils plus rapides, plus sophistiqués et qui leur permettent d'automatiser, d'industrialiser, on peut dire, massifier les cyberattaques, y compris dans le champ informationnel. Je reprendrai une phrase de Patrick Molinoz dans une interview à la Banque des Territoires sur le thème de l'IA pour résumer ma pensée. Les risques, tu me diras si c'est une fake news ou pas, les risques sont à la hauteur des opportunités immenses. Ce que veut dire Patrick, c'est que non seulement l'IA, et on l'a vu tout à l'heure à la table ronde, c'est une opportunité phénoménale pour nous de gain de productivité, de simplification, de développement des usages, mais c'est vrai si on garde à l'esprit qu'il faut la sécuriser, cette intelligence artificielle. Rappelez-vous les chantiers que nous avons faits dans les années 2000 de modernisation de l'administration publique. Nous étions dans une logique de
tout démat, rappelez-vous. On voulait dématérialiser, que les liens avec les citoyens soient beaucoup plus modernes, plus rapides. Et donc on était dans des usages de plus en plus dématérialisés, y compris pour nos propres usages dans les communes. Eh bien, on est dans la même situation concernant l'IA. Oui à l'IA, oui aux usages, mais toujours avec, dans l'esprit qu'il faut, la sécurité des usages. Si les communes doivent s'emparer de l'IA, elles doivent aussi dès à présent en mesurer les risques potentiels, y compris en matière de cybersécurité. Face à ces menaces, je sais par ailleurs pouvoir compter sur l'Association des maires de France, dont je salue l'engagement et qui fait un travail remarquable de sensibilisation et d'accompagnement des communes et que je souhaite ici publiquement remercier. Je salue tout particulièrement l'engagement des 2 vice-présidents ici présents, Patrick Molinoz et Michel Sauvade, pour leur implication. Nous aurons également besoin dans les régions des CSERT, du JPASTIMA, dont nous avons le directeur ici, Jérôme Notin, dont je sais le rôle central qu'il joue pour garantir la cybersécurité et la cyber-résilience des territoires. Ce que je veux vous dire par là, c'est que vous n'êtes pas seuls. Il y a une feuille de route nationale avec un cap, il faut protéger la nation. Et ensuite, il y aura une déclinaison dans les territoires et qui ira jusqu'à la commune. Donc il faut effectivement s'intéresser quand même aux acteurs locaux pour savoir à qui s'adresser si on estime qu'il faut monter en compétence sur la cybersécurité dans vos communes. Et face à ce constat, quelles sont vos obligations? Parce que vous en avez quand même des obligations, non pas parce qu'on veut vous interdire ou vous contraindre, mais je dirais que c'est parce qu'on veut vous protéger et nous protéger par la même occasion. Les collectivités territoriales n'ont pas attendu l'État pour se saisir pleinement du sujet de leur cybersécurité. Les communes sont engagées depuis de nombreuses années dans une transformation numérique profonde, autant pour répondre à des obligations réglementaires qu'à un souci de rendre un meilleur service aux citoyens. Cette dépendance de plus en plus importante au numérique, couplée à l'hétérogénéité de la taille des communes, crée des vulnérabilités. Au même titre que les systèmes d'information de l'État, la protection des systèmes d'information des collectivités territoriales fait partie des champs prioritaires définis par la Revue nationale stratégique. Au-delà de l'application de mesures, qu'elles soient d'hygiène numérique ou technique, de gouvernance organisationnelle et humaine, la dimension réglementaire et juridique est essentielle pour assurer une meilleure prise en compte des risques numériques. Pour répondre aux défis de la sécurité du numérique des collectivités territoriales, la France, soit directement par son droit national, soit via des règlements et directives européennes, s'est dotée d'un cadre réglementaire fort pour renforcer la protection de ces systèmes d'information. Le message quand même que je voudrais vous passer à ce stade, c'est de vous dire que la cybersécurité, bien que j'ai énormément de respect pour les DSI, pour les informaticiens, c'est que la cybersécurité des collectivités est une responsabilité du maire. Et c'est un objectif de pilotage de la commune. Donc il faut vraiment que les maires, vous ne vous disiez pas que vous n'y connaissez rien en technique informatique, parce que c'est de la gouvernance. Au même titre que vous pilotez la sécurité sur votre commune, au même titre que vous ça veut dire qu'il faut que je finisse, que vous pilotez l'urbanisme, eh bien, la cybersécurité également doit être pilotée au plus haut niveau de la commune. Alors, je vais passer un petit peu plus vite. Je voulais vous parler de Nice 2 parce que... Il faut parler de Nice 2. Il faut parler de Nice 2. Oui, il faut parler de Nice 2. Alors, il y a une directive européenne qui s'appelle Nice 2, que nous allons transposer en France. Les sénateurs l'ont déjà fait au niveau du Sénat. Au niveau de l'Assemblée nationale, il est planifié à janvier au Parlement, donc dans l'hémicycle de l'Assemblée. Nice 2, c'est une directive qui va concerner à peu près 15 000 entités en France, dont des collectivités locales. Vous êtes concernés. Ça va concerner tous les échelons territoriaux de la région, département et les intercommunalités. Tu regrettes qu'elles le soient toutes, mais moi je ne le regrette pas. Et je pense que le meilleur moyen de sensibiliser les territoires à la sécurité numérique, c'est
de faire appliquer ce règlement NIS 2 partout en France. Vous n'allez pas devoir le faire du jour au lendemain. Vous aurez 3 ans pour le faire. C'est le niveau minimum de protection de vos systèmes d'information, de protection de vos données, et vous serez accompagné pour cela, je vous rassure. Et c'est un texte que j'attends, moi, avec impatience. Évidemment, je l'espère au plus tard en janvier, peut-être avant, à l'Assemblée nationale. Voilà ce que je voulais dire ce matin. C'est un peu anxiogène, hein, la cybersécurité, comme ça, au premier abord. Mais en fait, non, vous êtes habitués aux responsabilités. Vous êtes habitués à réagir. Vous le faites très bien partout, sur tous les sujets. La cybersécurité, ce n'est pas compliqué, finalement. Vous avez des techniciens pour vous aider. Mais le pilotage, ça vous revient. Et la responsabilité pénale, ça aussi, c'est de votre niveau. Merci, Madame la Ministre. Le message est entendu. Alors, on peut s'aimer beaucoup et de temps en temps ne pas être d'accord sur tout. C'est même assez commun comme affaire. Donc vous avez compris que la ministre est très impliquée et que nous savons, parce qu'on a travaillé avant ensemble, notamment dans les associations d'élus, sa compréhension du sujet. Sur l'histoire de l'application, je continue moi de penser que pour des intercommunalités de 10 000 habitants, la marge va être très haute. On verra, une fois que la loi sera votée, eh bien nous sommes des républicains, nous ferons tout pour l'appliquer et évidemment nous protéger, mais ça incitera, si elle va dans ce sens-là, si elle est adoptée ainsi, à encore plus de mutualisation. Le rôle des CSIRT sera encore renforcé, et même si nous avons pu au final arracher 400 000 € à l'ANSSI, qui voulait passer de son million à 0 dans l'aide qu'elle donnait aux régions pour créer des CSIRT, c'est toujours mieux que rien, mais nous sommes quand même dans un monde, Madame la Ministre, où on demande beaucoup aux collectivités. Vous le savez, les maires sont coupables de rien, mais responsables de tout, et on n'a pas beaucoup de prise financière pour assumer la totalité de ce qui nous est demandé. C'est une équation compliquée à régler, et c'est vrai que c'est plus facile dans ma situation de m'en plaindre que dans la vôtre de la régler, surtout dans le contexte budgétaire dans lequel on est. Mais tout de même, ce sujet est essentiel. Ça ne se fera pas sans dépenses. Vous restez avec nous jusqu'à quelle heure, Madame la Ministre? Jusqu'au bout? Ok, donc je propose qu'on ramasse les questions sur la fin parce qu'on a pris un peu de retard. Dans mon introduction tout à l'heure, j'avais indiqué qu'il y aurait un intervenant au titre des maires qui est Geoffroy Boulard, qui a déjà intervenu plus tard, mais on avait du coup zappé notre collègue et ami maire de Gravelines, Bernard Ringot, qui a subi une cyberattaque. Donc Geoffroy a accepté de faire un peu plus court afin de laisser à Bertrand la possibilité de témoigner de cette cyberattaque. Je veux juste dire un mot supplémentaire concernant la question des risques par rapport à la période électorale qui arrive. L'ANCT a sensibilisé l'AMF et va encore intervenir cet après-midi sur le sujet. Ça peut nous sembler un peu éloigné. On se dit, mais est-ce que vraiment les Russes vont attaquer le processus électoral dans une commune de 3000 habitants ou de 500 habitants? Ça peut nous sembler... Le sujet, c'est que la manière dont ça se passe, d'abord c'est une industrie, enfin c'est une volonté politique de déstabiliser nos États. Et une des manières de le faire, c'est, on en discutait hier de manière précise, c'est de copier des organes de presse légitimes, Le Monde, enfin tous ceux que l'on peut connaître, Le Figaro, etc., et de faire passer de fausses informations pour des informations qui auraient réellement été publiées. Ils arrivent à balancer ça sur les réseaux sociaux, s'ils ne sont pas bloqués à l'entrée, la plupart du temps ils le sont, mais il est toujours possible qu'il y ait des choses qui passent, ou ça passe par les messageries qui, elles, sont un peu plus difficiles à contrôler. Et donc, nous avons des concitoyens qui vont lire des choses qu'ils vont penser être objectives parce que provenant d'organes de presse crédibles et légitimes, qui en réalité ne le sont pas. C'est un des moyens de faire basculer l'opinion publique sur tel ou tel sujet et de faire monter une problématique qui n'en est pas nécessairement une, faire monter, je ne sais pas quoi, moi, le sentiment d'insécurité ou que sais-je. Et donc, même dans nos petits territoires, dans nos petites communes, on peut être impacté
par ces manipulations. Ne croyez pas que parce qu'on est petit, on serait protégé de ces attaques. C'est la même chose que les attaques des escrocs. Aujourd'hui, les attaques, elles sont tous azimuts. Et donc, ils ne ciblent pas spécifiquement une commune de 500 habitants, mais comme ils balancent sur 10 000, on peut être touché comme les autres. C'est le principe du phishing. Et c'est en capturant plein de petits poissons qu'ils espèrent faire de gros profits sur notre dos. Je passe donc la parole peut-être en premier à notre collègue maire de Gravelines pour témoigner de la souffrance qui a été la sienne et des solutions qu'il a finalement trouvées. Bien, bonjour. Merci de permettre de faire un petit retour d'expérience, de triste expérience, mais expérience malgré tout qui, je l'espère, vous sera utile. Bon, Gravelines, ville du Nord, 12 000 habitants. Pour situer un petit peu, donc une DSI de 10 personnes. Donc on avait quand même une armature technique à nos côtés importante. Et donc nous avons eu une cyberattaque le 25 avril 2024. Alors avec mes services, en préparant cette intervention, ils ont insisté sur le fait que, ils voulaient que j'insiste sur le fait que la question n'est pas de savoir si nous serons attaqués, mais quand. Je pense que ça, c'est vraiment un premier message que je souhaiter vous délivrer en mon nom et aussi en leur nom. Personne n'est donc à l'abri, ça a été dit, nous sommes tous des cibles potentielles. La cybercriminalité fonctionne aujourd'hui, c'est l'image qui m'a été indiquée, comme une pêche au chalut. C'est-à-dire qu'on jette le filet très large et on voit ce qui tombe dedans. C'est exactement ce qui nous est arrivé. Nous sommes donc convaincus à Gravelines que le pirate qui nous a touchés ne savait même pas qu'il s'attaquait à une mairie. Tout a commencé avec un robot, un programme automatisé, je vais essayer de ne pas être trop technique, qui, une dizaine de jours avant l'attaque, a tenté de forcer l'accès à notre VPN. VPN, vous le savez, qui est utilisé pour le télétravail dans nos collectivités, pour celles et ceux qui l'ont mis en œuvre. Ce robot a donc testé des centaines de combinaisons d'identifiants et de mots de passe, jusqu'à en trouver un qui a fonctionné donc le 25 avril. À partir de ce moment-là, je vais être assez précis, à 8h10, le 25 avril, ce pirate a repris la main, un pirate humain cette fois-ci, non plus un robot. Il a utilisé différents outils pour désactiver nos antivirus, récupérer des mots de passe et installer à son tour plusieurs virus, dont un cryptovirus de type Logbit. Il dépose des packages d'outils d'attaque sur plusieurs serveurs. Heureusement, nous sommes en jour ouvrable, si je puis dire, les équipes sont là. Et donc, des techniciens qui travaillaient naturellement ont essayé d'ouvrir des fichiers et ils n'arrivaient pas à les ouvrir. Et donc, ils ont appelé la DSI, donc ils étaient présents. Depuis lors, on a donc pris un contrat de maintenance 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, parce qu'il faut aussi contrôler qu'on n'est pas attaqué le samedi ou le dimanche quand il n'y a personne dans la mairie, si je puis dire. Donc ça, c'est un retour d'expérience que nous avons fait. Et donc, à partir de ce moment-là, nos techniciens ont donc détecté, là, cette fois-ci, c'était dans fonctionnement normal, un comportement anormal sur nos serveurs, une surcharge inhabituelle liée au cryptovirus. Cette vigilance nous a donc permis de limiter l'impact de l'attaque. Et donc, à 11h25, le système était sécurisé. Résultat, fort heureusement, aucune fuite de données et seuls quelques serveurs ont été touchés. Par précaution, bien sûr, nous avons rapidement coupé l'ensemble de l'accès aux serveurs. Alors c'est vrai, quand on vous dit qu'il faut tout couper, monsieur le maire, pourquoi on n'est pas tous des spécialistes d'informatique. Alors il faut tout couper, il faut se déconnecter, parce que tout est connecté, hein, les téléphones, la boîte mail, etc. Donc il faut couper les téléphones, il faut d'autres téléphones. Enfin, vous imaginez un peu dans la vie d'un élu ce que ça peut générer comme bouleversement. J'avais été un peu sensibilisé à la ville de Lille. Je ne sais pas s'il y a des représentants de la ville de Lille qui a été pendant près d'1 an pénalisée par cette cyberattaque. Et l'adjointe de Lille m'avait raconté les difficultés. Et donc, quand on m'a dit on est attaqué, monsieur le maire, bon, j'imaginais vivre ce qu'avaient vécu aussi nos amis lillois. Alors, donc, comme je vous le disais, fort heureusement, on a rapidement tout coupé. Notre priorité a été double, d'assurer la continuité du service public, parce que si c'est en fin de mois, il faut que les payes des agents
soit faite. Enfin, voilà, vous imaginez aisément. C'est la première question que j'ai posée parce que je vous ai dit 25 avril. Bah voilà, nos agents sont quand même sensibles à ce que ça tombe là, voilà, pour des raisons évidentes, à ce que le salaire soit versé en son temps. Donc nous avons assuré la continuité du service public, même en mode dégradé. Nous avons donc déployé toute une série de solutions temporaires, des nouveaux PC, des connexions via des smartphones pour maintenir un minimum de fonctionnement. Les services financiers, les marchés publics, les élections et le CCAS ont donc bénéficié 2 à 3 jours après l'attaque de ce fonctionnement en mode dégradé pour répondre aux besoins de la population et des fournisseurs. Tu peux nous rappeler la population de Gravelines et combien tu as de personnes dans ta DSI? 10 personnes dans la DSI, 12 000 habitants. Nous avons un effectif d'environ 500 agents. Voilà. Voilà. Quelques moyens quand même. Oui, comme vous le savez, nous avons une centrale nucléaire, la plus importante d'Europe de l'Ouest, sur notre territoire. Alors tout de suite, je me suis dit, ça peut avoir un lien, on ne sait jamais. Hein, voilà. Donc, bon, a priori, on me dit que c'était purement le hasard, comme je vous l'ai expliqué. C'est un système qui essaie d'attaquer. Je ne suis pas suffisamment spécialiste pour rentrer davantage dans le détail. Donc forcément, on a essayé de tirer un retour de cette expérience en essayant de reconstruire un système sain et sécurisé. On est donc reparti sur des bases neuves et nous avons vérifié et restauré nos sauvegardes. Et grâce à cela, nous n'avons perdu aucune donnée. Et donc le 14 mai, donc 24 avril, 14 mai, donc 3 semaines après l'attaque, nous avons pu remettre en fonctionnement notre système. Nous avons choisi un prestataire qui avait été agréé par l'ANSSI pour nous aider. Nous avons porté plainte auprès des services de police qui ont fait le relais avec la gendarmerie qui est très spécialisée sur le sujet, et également avec les services de la préfecture. Voilà, il y a eu aussi, parce qu'on a quand même des données, etc. Ça touche la centrale, on a quand même 17 sites Céveso dans l'ouest du Dunkerquois. Bon, il y a des plans de secours communaux, il y a quand même des données qui, bon, voilà, c'est public, mais enfin quand même, il y a quand même, en cherchant, on peut trouver des éléments qui sont assez fragiles. Voilà, synthétiquement, ce que je pouvais vous dire sur Gravelines. Merci beaucoup. Mais en tout cas, voilà. Vous voyez que ça touche tout le monde, que ça touche effectivement, c'est une pêche à la dynamite, au filet, c'est lancé, et puis on attrape ce qu'on peut. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que là, ça s'est globalement très bien passé. Parce que ses équipes étaient là, parce qu'il a des équipes. Mais quand les données sont complètement cryptées, et ça arrive, il y a très peu de temps dans le Jura, un hôpital s'est retrouvé dans une situation comme ça, il ne faut pas espérer les récupérer, les données. Il ne faut pas payer de rançon. D'abord, comme si vous la payez, rien ne dit qu'ils vont vous les rendre. Et même si vous les rendez, rien ne dit qu'ils ne les auront pas diffusées ailleurs. Donc en vérité, si vos données sont cryptées, si vous ne les avez pas sauvegardées ailleurs, c'est perdu. Donc il faut absolument avoir des systèmes de sauvegarde redondants qui permettront, la ministre est exfiltrée de la réunion cybersécurité, j'espère qu'il n'y a pas de danger sur la salle. Bon, les généraux sont là, donc tant que les généraux sont là, moi je me sens très en sécurité. Il faut avoir en tête que sans doute l'une des premières mesures à prendre, c'est de s'assurer que nos données sont redondées et doublées. Parce que le meilleur système de protection au monde, la meilleure vigilance, n'empêchera jamais, à un moment donné, qu'il y ait une faille. Dans la course gendarme-voleur, à chaque fois que le gendarme est meilleur, le voleur invente un nouveau truc et le gendarme ou le policier augmente son niveau, etc. Mais il n'y a pas de système parfait. Donc la première des exigences, et c'est notamment ce que les CSIRT font à travers leur mission de sensibilisation, c'est de dire ayez des systèmes de sauvegarde de vos données qui vous permettent, si vous perdez tout, de réinstaller, même si ça prend du temps et si ça coûte de l'argent de réinstaller les choses, mieux vaut réinstaller que de tout reconstruire, parce qu'alors là, tout reconstruire, c'est possiblement l'immobilisme de vos services et de votre action pendant des semaines et des semaines. Et quand il s'agit de choses qui touchent au quotidien et au fonctionnement quotidien de nos concitoyens, par exemple, les cantines par exemple, si vos systèmes de cantine ou d'accueil de petite enfance tombent en rade, quand le parent le matin il amène l'enfant et qu'on lui dit non monsieur pour telle ou telle raison ça ne fonctionne plus, vous voyez l'ampleur de la déstabilisation que ça peut créer. Merci beaucoup chers collègues, je passe la parole à
à notre ami maire du 17e, vice-président de la métropole du Grand Paris, pour un témoignage également sur la cybersécurité. Merci Patrick. Oui, je voulais témoigner de ce qu'on vit aussi au sein de la métropole du Grand Paris, comme à Gravelines. Hein. La métropole du Grand Paris, c'est des communes qui font 1800 habitants et des grandes villes comme Paris qui font 2 millions. Donc on a, nous aussi, cette vision de solidarité territoriale et donc d'apporter aussi, par la mutualisation, des solutions aux petites communes qui sont également touchées par ces phénomènes de cyberattaque. Alors on ne gagne pas les élections, sans doute, sur la cybersécurité. Enfin, on peut les perdre. On peut les perdre si on n'est pas vigilant. Et si on ne met pas en place un certain nombre de systèmes, ça a été rappelé par Patrick, monsieur le maire de Gravelines l'a dit aussi, les systèmes de redondance. Et donc, il y a tout un travail qui doit être mené. C'est une urgence vitale. On ne peut pas se désintéresser de ce sujet-là. La bonne gestion d'une commune, c'est aussi ces systèmes d'information et c'est la donnée. Et donc, nous, on a participé avec un programme européen avec la région Île-de-France, avec le campus cyber on a la chance, c'est vrai, dans la région capitale et dans le Grand Paris, d'avoir des institutions fortes, mais il y en a aussi ailleurs des campus cyber, c'est en train de se développer en région, qui regroupent des entreprises spécialisées dans la cybersécurité, qui ont les agréments, les forces armées aussi sont membres de ce campus cyber, donc c'est gage de confiance, et donc ça nous permet de travailler avec eux pour évaluer les niveaux de maturité des systèmes d'information de nos communes. Donc nous, on a mis en place un programme pour les communes, gratuit, entièrement gratuit. On a y réfléchi au début, on a dit, bon, est-ce qu'on les fait payer pour faire entrer dans le programme? Et si on demande un ticket d'entrée à une commune, elle ne vient pas. Hein. Donc c'est un sujet vital, et donc on en a fait une priorité à la métropole. Et donc on a proposé à nos communes de rentrer dans ce guichet unique, d'abord les aider à diagnostiquer la maturité de leur système. Il y a une étude, je fais un petit aparté, mais il y a une étude de cybermalveillance de 2024 qui expliquait que 10% des communes françaises avaient au moins eu une attaque dans l'année. Hein, donc ça devait être 2023-2024. Vous imaginez qu'en 2 ans, ça a sans doute doublé. Enfin, voilà. Donc ça, c'est le premier sujet. Ça concerne tout le monde. Et 45% des communes, des maires, ne savaient pas de quelle attaque ils avaient été victimes. Donc il y a une méconnaissance, tu l'as dit tout à l'heure. On ne demande pas aux élus d'être des techniciens, on a des professionnels dans nos équipes. Mais il faut qu'on soit quand même un peu au fait des enjeux. Et donc ça touche tout le monde, toutes les communes. Donc nous, on a dit, on fait un diagnostic, on vous aide. Le campus cyber nous cible des entreprises agréées, très importants, qui répondent à des standards en matière de cybersécurité. Hein, et donc ils vont faire le diagnostic, hein, comme un malade. Hein, c'est le médecin, il vient, il vous dit, ben voilà, là, vous êtes dans le rouge, là vous êtes dans le vert, etc. Donc très concret. On fait la métropole finance les premiers niveaux d'intervention qui sont faisables. Allez, par exemple, une des sources importantes d'attaque, c'est vos codes d'accès, les boîtes mail, par exemple. Pas besoin de... Bon, il y a parfois des systèmes qui sont complètement attaqués, mais enfin, parfois, ils rentrent très facilement. Bon, ça, c'est déjà des choses qui peuvent être faites. Donc, ce premier niveau, il est accompagné par des prestataires qui sont vraiment spécialisés, qui savent parler aux communes, qui savent s'adapter aussi à la taille de la commune et des différents services. Et puis, quand il y a besoin d'investissements plus lourds, là, on propose, nous, la métropole du Grand Paris, à nos maires, à nos communes, un cofinancement à hauteur de 50% du coût d'investissement lié à un renforcement de la robustesse du système. Donc ça fonctionne super. Enfin, on a un grand succès. On a lancé ça il y a 6 mois. On a déjà 30 communes qui sont rentrées. J'en ai 22 en liste d'attente pour 2026. Voilà. Et petite cerise sur le gâteau, comme c'est un programme qui est cofinancé par l'Union européenne, eh bien je reçois des recettes de l'Union européenne pour ce type de projet pour les communes. Vous voyez, on peut utiliser aussi l'Union européenne pour des projets qui renforcent la sécurité de nos communes. Moi, j'avais été frappé, je finis là-dessus, par une attaque, un peu comme le maire de Gravelines, par la mairie de Bondy, qui avait vu tout son système, notamment de paiement de la cantine, tomber. Pour un maire, c'est très, très embêtant. Et il n'y avait pas le système de redondance. Il a mis 4 ans et il me disait qu'il n'avait pas complètement fini. Il était encore dans la restauration des données. Et il avait un effet qu'on n'avait pas forcément identifié parce qu'il avait perdu les données. Il fallait reconstituer les données. Je ne vous raconte pas le travail. Alors l'ANSSI avait aidé, hein, mais bon, à un moment donné, il faut retrouver
les données. Donc l'image de la commune vis-à-vis des administrés, bah, elle en prend un petit coup quand même, hein, vous voyez bien. Et il me disait surtout ce qui est compliqué à gérer, c'est l'épuisement de mes équipes. Parce que ça fait 4 ans qu'on est sur ce chantier. C'est long, c'est compliqué. Donc vous voyez les enjeux, ils sont clés, on est tous touchés par ça. Et c'était important, je trouve, que vous organisiez une table ronde sur ce sujet. Il y a des choses qui existent. Et il faut aussi utiliser des programmes européens qui renforcent la cybersécurité de nos communes. Merci Geoffroy pour cet exemple qui montre que voilà, une organisation qui mutualise peut apporter et doit apporter des réponses. Et tu as raison aussi de souligner qu'il faut solliciter l'Europe quand elle peut venir à nos côtés pour faire de l'échange d'expériences ou pour du cofinancement direct. J'ajouterai un point avant que le général Husson, où il peut venir à mes côtés, c'est lui qui va désormais intervenir, dire que la première faiblesse de nos systèmes d'information, c'est la faiblesse humaine. Hein. On peut mettre en place, il faut mettre en place la redondance, il faut avoir des systèmes de sauvegarde sur des data centers en nuage souverain si possible, enfin pas si possible, il ne faut pas que les données partent sur des data centers à l'étranger, enfin tout ça est éminemment complexe, mais la première faiblesse de nos systèmes, c'est nous-mêmes et nos agents, parce que le premier vecteur, ou l'un des premiers, je parle sous le contrôle du général, c'est les mails frauduleux et le phishing. On ouvre un mail qu'on n'aurait pas dû ouvrir, on clique sur un lien sur lequel on n'aurait pas dû cliquer. Ça ressemble en tout point à quelque chose d'officiel, qui peut parfois même venir... Moi, j'ai failli me faire avoir pour payer une amende, mon général. Vous êtes en retard, vous n'avez pas payé votre amende de circulation, il vous reste 24 heures. Non. J'ai commencé à cliquer, j'ai commencé à remplir mes données de carte bancaire, puis là, je me suis dit, je vais quand même appeler mon directeur de CECIRT parce que j'ai un petit doute. Il était 6 heures du matin, je me réveillais, je n'étais pas bien clair. Donc j'arrête mon truc, je lui envoie, il me dit bah oui, non, n'allez pas plus loin, c'est une arnaque. Alors ça, c'est des arnaques individuelles, on en reçoit tous les jours, hein, on est tous héritiers de plusieurs millions de dollars de quelqu'un en Afrique, aux États-Unis, bon ça on a tous compris, mais il y en a beaucoup plus élaborés, beaucoup plus malins, et c'est quand nos agents ou nous-mêmes nous cliquons sur le mauvais lien que nous risquons de mettre en péril les systèmes. Donc il y a aussi une question d'acculturation et de formation. En général, c'est vous le patron, je vous laisse nous dire ce que vous mettez en place et ce que vous pilotez pour nous accompagner. Merci, monsieur le maire. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais articuler mon propos en deux parties. Une première, un petit point sur l'état de la menace cyber observée aujourd'hui par les services de police et de gendarmerie. On a un service qui est commun aux policiers et gendarmes. J'ai un adjoint policier, un adjoint magistrat, donc je peux m'exprimer pour l'ensemble du ministère de l'Intérieur. Et ensuite, j'aborderai des conseils plutôt pratiques, en tout cas les outils qui existent déjà aujourd'hui pour vous appuyer dans la préparation, notamment d'une potentielle crise cyber. Alors, sur le premier point, donc, qui est celui de l'état de la menace, juste quelques chiffres sur ce que nous avons pu observer pour les services de police et de gendarmerie, sur l'ensemble des infractions qui sont liées au cyber. Sur les 5 dernières années, c'est une augmentation de 74%. C'est significatif, évidemment, et donc c'est quelque chose qu'on observe aussi dans la plupart des pays occidentaux. Donc on n'est pas uniquement en France les seuls concernés par le phénomène. Sur les grandes catégories, j'en identifie deux. La première, c'est tout ce qui concerne les atteintes aux personnes. C'est globalement 30% des faits enregistrés. C'est là où vous allez retrouver tout ce qui concerne la pédopornographie en ligne, mais c'est là aussi où vous allez retrouver tout ce qui est cyberharcèlement. Et le cyberharcèlement, on l'a vu notamment explosé il y a quelques temps, notamment pendant la période des Gilets jaunes. La ministre a évoqué tout à l'heure la question des élections. Vous pouvez potentiellement être aussi des cibles en la matière. Donc ça, c'est un premier sujet où les élus peuvent être directement impactés et concernés, et même à titre individuel. La deuxième grande catégorie, pour globalement 65% des faits, c'est tout ce qui concerne les atteintes aux biens. Alors là, dans ces atteintes aux biens, on peut les diviser aussi en deux grandes parties. La première, la plus importante, 80%, ce sont toutes les escroqueries. Escroqueries qui existaient auparavant dans le monde physique, qui ont très largement basculé dans le monde numérique. Vous évoquiez tout à l'heure le phishing, vous évoquiez, alors après on peut le démultiplier, hein, il y a le phishing, il y a le smishing, hein, c'est l'équivalent par SMS, vous avez le kishing maintenant, un QR code, et potentiellement on peut vous demander aussi derrière de rentrer vos numéros de carte bancaire, donc c'est toutes ces déclinaisons. Et ce phénomène est important, et d'ailleurs au-delà du phishing, vous avez aussi d'autres phénomènes auxquels les collectivités peuvent être confrontés, c'est tout ce qui concerne les faux ordres de virement.
Les arnaques au précédent, chose qu'on voit aussi beaucoup dans les entreprises, PME, ETI, mais on peut les voir aussi dans les collectivités territoriales. Et ce phénomène augmente fortement, notamment par l'intermédiaire, on l'a évoqué tout à l'heure, d'intelligence artificielle. Vous avez sans doute tous entendu parler des deepfakes. Des deepfakes générés par intelligence artificielle, c'est tout simplement ce qui va permettre de générer un mail sans faute d'orthographe. Il y a quelques années, les mails bourrés de fautes, on se doute que c'est une escroquerie. Même chose pour les SMS. On va plus loin aujourd'hui. Vous avez les deepfakes qui vous permettent de modifier la voix. C'est ce qu'on appelle le morphing vocal. Il y a même des personnes qui ne sont pas en mesure de pouvoir dire « mais tiens, c'est pas moi qui parle, c'est quelqu'un d'autre ». En tout cas, c'était généré automatiquement. Ça existe aujourd'hui et c'est très performant. Vous avez la modification des images. Vous avez la modification des vidéos. Si vous associez la modification d'une vidéo, une personne qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, avec le morphing vocal, vous pouvez mettre en place une fausse visioconférence. Et typiquement sur les ordres de virement que j'évoquais tout à l'heure, quelqu'un peut se faire passer pour un donneur d'ordre et indiquer à une personne qui a les pouvoirs de le faire d'effectuer un virement sur un compte qui est un compte illégitime. Donc ça, ce sont des choses que l'on voit aujourd'hui, évidemment, de plus en plus importantes, et c'est un phénomène nouveau par l'intermédiaire des nouvelles technologies. Alors attention, hein, l'IA, ça sert à l'adversaire, mais ça sert aussi aux forces de sécurité intérieure. C'est très utile, ce n'est pas l'objet de l'exposé, mais en tout cas, c'est aussi utile pour nous. Et la deuxième partie sur les atteintes au bien, c'est sans doute ce qui est le plus dévastateur sur les systèmes d'information, c'est vraiment les cyberattaques. Monsieur le maire, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est un exemple qui est très concret. C'est là où vraiment on va retrouver toutes les attaques par rançongiciel, par ransomware. Deux effets. Hein. Le premier, c'est d'une part d'extirper du système d'information les données sensibles pour les revendre, pour faire pression sur le paiement d'une rançon. Et la deuxième partie, c'est de chiffrer l'intégralité du système et faire en sorte qu'il devienne totalement inopérant. Un petit focus là-dessus, parce qu'il y a quelques années, c'était 2017-2018, c'était essentiellement les grands groupes industriels qui étaient victimes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, parce que ces grands groupes industriels ont su faire face, ils ont su se mettre à niveau de maturité cyber, et l'adversaire s'adapte totalement. Et aujourd'hui, ils visent, c'est ce que vous évoquiez, c'est la pêche au chalut. C'est-à-dire qu'ils ne visent plus vraiment, c'est les PME, c'est les ETI, c'est les collectivités territoriales, ce sont les hôpitaux, tous ceux qui aujourd'hui ont une maturité cyber qui est bien inférieure. Et le principe que vous avez évoqué, c'est totalement la réalité. Des robots aujourd'hui qui scannent les systèmes d'information, qui vont essayer d'identifier une faille, une alerte. Si la faille est détectée, quelqu'un de physique reprend la main et ensuite va mener l'attaque jusqu'à son terme. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et on n'a pas besoin d'être une cible pour être victime. N'importe quelle collectivité peut être concernée. Donc ça, c'est l'état de la menace. Alors j'ai conscience que les propos peuvent être un petit peu anxiogènes, mais c'est la réalité aujourd'hui de ce à quoi on est confronté. Alors maintenant, concrètement, qu'est-ce que nous pouvons apporter aujourd'hui comme outil dans la préparation? Là aussi, 2 points. Le premier, c'est avant la crise. C'est comment on peut aider justement à la préparer, parce qu'il y a une nécessité d'anticipation. Et la deuxième partie, c'est une fois la crise arrivée, comment est-ce qu'on peut aussi vous aider? Sur la première partie, sur l'anticipation, quelques exemples concrets. Le ComCyber du ministère de l'Intérieur a réalisé l'année passée ce qu'on appelle un MOOC. Un MOOC, c'est un enseignement à distance, tout simplement, qui dure 2 heures, qui est disponible aujourd'hui sur le site de cybermaniance.gouv.fr. Donc on travaille évidemment en relation avec l'ensemble des partenaires dans le domaine cyber. C'est quoi ce MOOC? Eh bien tout simplement, ça va vous aider, avant une crise cyber, eh bien, à vous poser les bonnes questions sur la manière dont je dois préparer mon plan de gestion de crise et de crise cyber. Donc, quelles sont les bonnes questions à me poser? Alors, vous n'aurez pas toutes les réponses, hein, parce que les réponses, évidemment, elles sont adaptées en fonction de la taille de la collectivité. On n'a pas forcément tous les mêmes activités, on n'a pas les mêmes importances. Mais en tout cas, c'est toutes les bonnes questions à se poser et à vous de prendre les réponses, de les trouver, et ensuite d'élaborer votre plan et ensuite de le jouer. Donc ça, c'est le premier élément. Vous avez notamment sur Sens et Crise ici, c'est le nom en fait de ce dispositif. Et je vous invite d'ailleurs à aller sur le stand du ministère de l'Intérieur tout à l'heure dans le cadre du salon. Et vous avez notamment un petit QR code qui vous permettra de pouvoir directement accéder à ce MOOC. Je vous rassure, ce n'est pas un QR code de type phishing, c'est un vrai QR code. Je l'ai essayé personnellement pour être bien sûr que vous ne vous fassiez pas arnaquer à l'occasion du Salon des maires. Donc ça, c'est un premier exemple. Le deuxième, on va plus loin. C'est-à-dire que le Sens et Crise numéro 2, on est en train de le travailler aujourd'hui avec l'AMF en partenariat. Il sera disponible d'ici la fin du premier trimestre. Et donc, après cette première partie de préparation de son plan de gestion de crise cyber, eh bien, on va vous donner un exercice d'une durée assez rapide de 2 heures, qui est là aussi assez ludique. C'est pouvoir tester son plan de gestion de crise dès lors qu'on l'a construit par rapport au premier MOOC. Vous aurez également des témoignages de maires qui auront expliqué aussi les difficultés auxquelles ils ont été confrontés lors de la gestion de la crise. Donc tout ça aussi, c'est pour vous accompagner. C'est réalisé en lien avec l'AMF. Ce sera disponible sur son site et courant du premier trimestre 2026.
Troisième élément très concret aussi, la gendarmerie avait mis en place en 2022, donc là je parle de la gendarmerie parce que c'était une initiative qui avait été prise par elle, 2022, un dispositif de pré-diagnostic cyber qui s'appelait Immunité Cyber. Et ensuite, Immunité Cyber est devenue Diagonale. Des questions très simples, du bon sens en général, et ça permettait de mesurer le niveau de maturité cyber d'une entité. Immunité, c'était plutôt pour les collectivités territoriales. Diagonale, plutôt pour les entreprises, les PME, les ETI. Et on a travaillé de concert avec l'ANSSI pour avoir un produit qui soit un produit humain unique pour les policiers, pour les gendarmes, également pour toute une communauté d'aidants, mais je sais que François Dégé aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et donc cet outil, ça s'appelle Mon Aide Cyber. Nous avons participé aussi à son élaboration avec les retours d'expérience qu'on a pu avoir sur Diagonale. Et aujourd'hui, c'est l'outil que policiers et gendarmes utilisent pour faire des pré-diagnostics cyber et donc pour essayer de mettre le doigt sur une difficulté en termes de maturité cyber sur l'une de vos collectivités. Voilà, ça c'est vraiment la partie préparation, anticipation. Et maintenant, dès lors que la crise est arrivée, qu'est-ce que l'on peut faire? La première chose, évidemment, que nous, on peut vous conseiller, que vous soyez en zone police ou en zone gendarmerie, c'est de nous signaler les faits. Et je fais une différence entre le fait immédiatement de signaler les faits et le fait de déposer plainte. Signaler les faits, c'est tout simplement parce qu'on a besoin d'être alerté pour potentiellement se déplacer en fonction de ce que vous allez évoquer comme difficulté sur site. C'est comme une infraction classique. On a besoin de faire un gel des lieux numérique. On a besoin de récupérer des éléments de preuve qui vont vous permettre d'identifier, localiser, interpeller un individu. Et en matière numérique, tous ces éléments, ils sont très volatiles. Ils peuvent disparaître rapidement, peut-être encore plus vite que dans le domaine physique. Donc cette alerte, elle est importante. Et ensuite, peut-être dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, on peut prendre la plainte. Donc c'est un aspect plutôt administratif, mais l'alerte immédiate, c'est vraiment quelque chose de particulièrement important. Et il faut savoir également que ce soit en police ou en gendarmerie, le cyber, ce n'est pas uniquement l'affaire de l'unité centrale parisienne. Du cyber et des spécialistes cyber, on en a partout sur les territoires. Vous en avez dans les brigades de gendarmerie, vous en avez dans les commissariats de police, vous en avez au niveau départemental, vous en avez au niveau régional et vous en avez au niveau national. Et toujours dans une logique qui est celle de la subsidiarité des compétences des personnels et de la complémentarité des moyens. Et l'idée, quand vous avez quelqu'un qui est dans une brigade ou dans un commissariat, c'est de comprendre quel est votre problème en matière cyber et ensuite de trouver immédiatement quel est le bon niveau d'intervention pour mener les investigations. Donc vraiment, le conseil qu'on peut vous donner, c'est rapidement prévenez-nous, venez nous voir. Et enfin, le dernier point, et j'en terminerai là, et ça fera la transition sans doute avec Jérôme, il y a un dispositif qui a été créé il y a un petit peu moins d'un an maintenant, qui s'appelle le 17 Cyber. Ce 17 Cyber, c'est en ligne aussi sur cybermalveillance.gouv.fr. C'était réalisé en partenariat entre la police nationale, la gendarmerie nationale, cybermalveillance, mais également l'ANSSI. Et ça permet, tout simplement, quand vous avez un problème en matière cyber, vous êtes victime de quelque chose, ça peut être le très haut du spectre, comme les ransomware, mais on en a déjà parlé tout à l'heure, et le mieux c'est de venir nous voir, comme des choses qui peuvent être un peu plus banales, et vous avez un arbre décisionnel, vous aurez des conseils en fonction de ce que vous évoquez, et puis si au final vous ne trouvez pas la solution, eh bien à la fin, vous êtes mis potentiellement en relation avec un policier, un gendarme, c'est un vrai policier, un vrai gendarme, en messagerie instantanée pour qu'il puisse vraiment vous donner une réponse adaptée. Mon général, merci. Merci. La présentation qui est là a été envoyée ou va l'être à l'AMF et on la mettra sur le site. Et il y a quelque chose que je n'ai pas fait tout à l'heure sur l'atelier IA. Je vois que si quelques-uns d'entre vous quittaient. Le sujet ne vous intéresse pas qu'au jour du congrès. Il y a une commission numérique et intelligence artificielle à l'AMF. On se réunit 3-4 fois par an en visio et en présentiel, mais enfin essentiellement en visio. Je vous invite à rejoindre cette commission parce que nous y auditionnons de manière beaucoup plus tranquille. Là, désolé, 10 minutes ou 5 minutes par intervenant, ça peut être un peu frustrant, mais nous organisons des réunions qui durent 1h30 à 2 heures et en général, on a 2 intervenants, donc ça laisse un temps d'interaction beaucoup plus long. Ce que je veux dire, c'est quand même, ça fait 3 ans au moins que nous recevons la gendarmerie et que nous sensibilisons à ces questions de cybersécurité. Le niveau de conscience de nos collègues reste insuffisant. Nous continuons de penser que ça frappera le voisin, le plus gros et l'autre. Je le constate avec l'Agence du numérique et l'Agence artificielle en Bourgogne-Franche-Comté. Nous promouvons, le CSIRT s'exprime, mais le niveau de conscience et surtout le lien à faire entre savoir que nous pouvons être victimes et il faut que l'on mette en place des choses. Et ces choses risquent de coûter un peu d'argent à un moment donné, même si en mutualisant on fait des choses moins chères, il faut qu'ils se fassent.
C'est une nouvelle dimension incontournable de nos actions. Il ne nous viendrait pas à l'idée de ne pas avoir de serrure sur la porte de la mairie. Il ne doit pas nous venir à l'idée de ne pas avoir de serrure sur la porte de nos données, de nos ordinateurs. Donc, merci mon général pour toutes ces informations. Et on passe maintenant... alors, est-ce que c'est... Non, c'est Jérôme. Jérôme Notin, le directeur général de Cybermalveillance, qui nous fait sa présentation. À mon avis, ils fonctionnent tous. Parce que... Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'ai un petit support. Je vais peut-être passer rapidement sur certaines parties, puisque je crois qu'on a un petit peu de retard. Je me demande pourquoi, s'il y a des gens un peu bavards autour de nous. J'ai une première planche qui explique qui nous sommes. Nous sommes le dispositif national d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance. Je vais plutôt ensuite mettre l'accent sur les outils, tout ce qu'on a à vous proposer justement, parce qu'on fait un des plus beaux métiers du monde, c'est qu'on aide les gens. On aide les gens, que ce soit des particuliers, des entreprises ou des collectivités. Donc très rapidement, donc créé en 2017 par l'ANSSI et le ministère de l'Intérieur. Suite à la présentation de la stratégie de l'époque, Madame la ministre a évoqué les stratégies. Il y en avait déjà une en 2016, en fait, pour justement accompagner lorsqu'on est victime de cybermalveillance. Historiquement, on le faisait beaucoup à travers la plateforme cybermalveillance.gouv.fr et comme le général Husson l'a évoqué, depuis la fin d'année dernière, on le fait avec le 17cyber.gouv.fr sur lequel je vais mettre un petit peu la lumière tout à l'heure. Mais voilà, trois missions, donc l'assistance aux victimes, la prévention évidemment, et ça a été évoqué tout à l'heure aussi, il est fondamental de prévenir le risque. On le fait sur la sécurité routière, on doit le faire dans le numérique. Et pour ceci, on a et l'observation de la menace. Et hop, comme ça me permet d'aller directement sur les outils. En prévention routière, donc, on a besoin d'outils, on a besoin de comportements. Donc là, je crois qu'on est sur les comportements. Donc, on a publié et on a eu le plaisir d'héberger donc le MOOC Sensi-Crise produit par la gendarmerie et comme CyberAmi. Mais nous avons nous-mêmes en propre beaucoup de contenu. J'avais prévu de le prendre, mais forcément, je l'ai oublié. On a un guide juridique rédigé par la CNIL, puisqu'on a une forme un petit peu particulière que vous connaissez dans les territoires, puisqu'on est un groupement d'intérêt public. Donc voilà, sur les enjeux numériques et les enjeux juridiques, que vous avez en tant qu'élu dans les territoires. Mais donc, on a nous-mêmes en propre aussi un MOOC je ne peux pas ne pas vous en parler parce qu'on a beaucoup de collectivités plutôt de taille importante, mais qui l'utilisent et qui l'ont déployé en interne, un MOOC de prévention de justement qu'est-ce qu'est l'hameçonnage, qu'est-ce que le smishing, qu'est-ce que par le QR code, phishing et autres. Donc c'est un MOOC qui se fait qui a 3 modules. Chaque module, c'est 30-40 minutes. Donc voilà, on voit qu'en 1h30, 2 heures, on a des agents des collectivités qui peuvent être justement accompagnés dans la prévention et la sensibilisation. Et on a une version spécifique justement pour les agents des collectivités. On a eu la chance d'avoir un peu de financement, alors il y a longtemps, mais il faudrait qu'on réactualise tout ça de la part de l'ANSSI grâce à France Relance pour justement contextualiser dans les collectivités. Donc tout ça, c'est du service gratuit, on est un service public, donc on peut vous fournir le support pour que vous l'intégriez dans vos systèmes informatiques internes, mais comme je l'ai dit, ils sont également disponibles sur notre plateforme. Donc, et on a un mini portail au sein de notre plateforme à destination justement des élus, des responsables des services dans les collectivités, parce que je suis passé très rapidement sur l'observation de la menace, mais un fait qui nous marque, nous, depuis qu'on existe depuis 2018, c'est que proportionnellement, quand on aide un particulier, on va aider 1,2, 1,5 entreprises et on va aider 30 collectivités, une fois qu'on est victime de cybermalveillance. Donc on voit que majoritairement, et je peux l'assumer, je l'assume parce que ça fait des années que c'est le cas chez nous, les collectivités sont plus vulnérables, en tout cas sont plus victimes de cyberattaques. Donc ça a largement été dit, je ne vais pas reprendre dessus, mais voilà, on est tous, quand on est une collectivité, exposés à un risque numérique majeur. Après, il y a des solutions, et sur les aspects, j'accompagne mes agents dans les collectivités à avoir un bon comportement, et on a également travaillé sur l'autre pilier, donc le pilier technique, avec le label Expert Cyber, où on a, en complément de ce que peut faire l'ANSSI, on a identifié dans les territoires des sociétés numériques, experts qui font de l'informatique, mais qui font aussi de la cybersécurité, qui sont en capacité
d'accompagner ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, l'état de l'art, accompagner à l'état de l'art les collectivités dans la sécurisation. La ministre a évoqué Nice 2, j'ai eu l'autorisation de l'ANSSI d'en parler. On travaille avec l'ANSSI justement sur comment on pourrait utiliser ces labellisés experts cyber pour justement vous accompagner à une bonne sécurisation au regard du référentiel de Nice 2 qui va être publié. Et puis, donc, voilà, on a un parcours de sécurisation. Donc, si vous faites sécurisation.cybermalveillance.gouv.fr, dans le respect du code des marchés publics, vous pouvez sourcer vos prestataires, il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc vous pouvez être mis en relation et ensuite établir une relation classique en fait, mais vous savez qu'avec ces prestataires, ils sont plutôt pour les petites collectivités. On a évoqué les prestataires qualifiés de l'ANSSI, mais ce sont des prestataires qui sont à un niveau d'expertise extrêmement important. Nous, l'idée, c'est qu'on ne va pas monter un Fornox numérique. On sait que les collectivités ont des moyens qui sont quand même très limités. Donc voilà, on considère, et je pense que le retour d'expérience depuis 2 ans nous le démontre, que ces prestataires experts cyber, ils sont vraiment au niveau de ce qu'une collectivité est en capacité d'activer pour se sécuriser. Et puis, je croyais que vous alliez prendre le micro. Donc ce que Christophe a évoqué tout à l'heure, le général Luçon, ça c'est aussi quelque chose qui est assez nouveau. Alors, le général a bien décrit le fonctionnement, donc je vais repasser. Mais voilà, c'est si malheureusement vous êtes victime, il y a effectivement la nécessité d'informer les services d'enquête, en tout cas la police et la gendarmerie, du fait que vous soyez victime, en particulier sur nos rançongiciels, pour ne pas effacer les traces. Mais voilà, là, vous avez, si vous n'avez qu'un... alors j'ai entendu guichet unique. Dans l'administration, on est très fort pour faire plein de guichets uniques, mais je revendique le fait que ça, c'est normalement le guichet unique qui est en capacité de vous aiguiller sur Pharos, sur Perceval, sur Thésée, sur le prestataire local de remédiation, qu'il soit référencé ou labellisé expert cyber, de vous mettre en relation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec un policier et un gendarme. Et quand vous passez par le 17 Cyber, nous, avec Cybermalveillance, on a, enfin le 17 Cyber, la matrice, c'est vraiment un travail collaboratif, police, gendarmerie, cybermalveillance, on a ce que rencontre la victime. C'est-à-dire qu'une collectivité dont le site web a été défiguré, on saura, parce que justement, Christophe l'a évoqué, on propose un petit parcours de qualification. Et on saura si c'est du rançongiciel, c'est-à-dire que le policier et le gendarme sera informé de ce que vous rencontrez. Et donc, ne va pas vous reposer les questions que vous pourriez avoir. Et on a beaucoup travaillé avec les services d'enquête PJ Cyber sur des outils d'aide à la décision. Donc, c'est-à-dire que l'opérateur saura vous poser les bonnes questions, justement, par rapport à la qualification de la menace que vous suivez. Donc, voilà l'outil normalement, et on en parlait tout à l'heure, et vous avez beaucoup évoqué les CCIRT territoriaux, et donc on avait proposé il y a très longtemps, mais on a enfin collectivement pris la décision d'intégrer les CCIRT territoriaux au 17 Cyber, puisque eux apportent une réponse téléphonique que nous n'apportons pas, et donc on fait une boucle pour les régions qui le souhaitent. On renvoie vers le CCIRT territorial qui ensuite repart dans la boucle du 17 Cyber pour l'accompagnement par un prestataire local si c'est nécessaire, ou la mise en relation avec un policier ou un gendarme pour l'aide à la judiciarisation. J'ai essayé d'être rapide, on a un stand, je n'ai plus en tête le numéro, c'est B43 ou 34, je ne sais plus. Et puis on a synthétisé un petit peu tout ce qu'on va vous dire ou tout ce qu'on vous a dit dans un courrier à destination justement de vous, élus, où on reprend un peu tous les outils qu'on vous met collectivement à disposition. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Un point important, tout ce qu'il a dit est important, mais notamment le dernier, boucler cybermalveillance avec les CCIRT et être dans un ensemble cohérent, c'était essentiel parce qu'à l'origine, on avait cybermalveillance qui s'adressait plutôt aux petits opérateurs et à distance. C'était en tout cas perçu comme ça. C'est ce qu'on a voulu vous faire croire, mais je m'inscris en faux. À l'origine, ça n'est pas plus du le cas aujourd'hui, mais ça n'a jamais été le cas. C'était perçu comme ça, monsieur le directeur. C'était perçu comme ça. Et donc, c'est comme la température ressentie et la température réelle. Le ressenti devient une forme de réel et vous desservez malheureusement. Et donc, il est important de mettre la totalité du secteur de l'accompagnement à la cybersécurité, parce que nous, quand on est au bout de la chaîne, si on a 15 interlocuteurs, on ne sait plus où on en est. Notre interlocuteur de proximité en rural, c'est le gendarme. En ville, c'est le policier. Et comme outil tissant tout ça, c'est vous. Et les CCIRT jouent ce rôle-là aujourd'hui. C'est pour ça que j'insiste sur le dernier point que vous avez évoqué. On est dans un système qui maintenant
doit être très simple pour nous. Il faut qu'il soit simple pour nous, même si votre expertise à vous et votre savoir-faire sont de la gestion du complexe. Nous, il faut qu'on sache, comme j'appelle le 18, j'appelle le 17, c'est simple, c'est ça, et après, débrouillez-vous pour que ça fonctionne. En gros, c'est ce qu'on attend. C'est pour ça qu'on a créé le 17 cyber. Il n'y a pas un rapport parlementaire ou de la Cour des comptes, ils ne disent pas, c'est complètement illisible tout ce que vous avez créé collectivement au niveau de l'administration, et donc on a besoin d'un guichet unique. Il est là, il s'appelle 17 cyber. Très bien. Et donc, on va maintenant passer la parole au général représentant l'ANSSI, qui a été gratouillé 2 fois sur les questions financières. Alors, le temps qu'ils viennent s'installer, je dis juste aux collègues, en cette période budgétaire compliquée, alors, ni vous ni moi ne votons le budget de la nation. Tant mieux. Mais il faut quand même que nos parlementaires et notre gouvernement aient en tête qu'on ne peut pas en même temps dire la cybersécurité, l'intelligence artificielle sont des enjeux vitaux qui sont en train de tout transformer et ne pas amener un peu de moyens sur le sujet. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a, mais il en faut absolument. Et ma remarque sur l'ANSSI était celle-ci. Non, elle n'était pas taquine, moi je suis sur les faits. Il y a 4 ans, l'ANSSI a donné 1 million d'euros à chaque région pour qu'elle crée des CSIRT. L'année dernière, la perspective était 0. Nous avons milité les uns et les autres pour que un peu d'argent arrive. Cet été, un appel à manifestation d'intérêt a été lancé et 400 000 euros a été remis à disposition pour que les CSIRT puissent continuer de vivre, même si nous savons bien qu'à la fin, ce seront les collectivités qui devront assumer la totalité, et en l'occurrence les régions. Mais on a besoin de cette entente et de cet entre-là entre le national et le local sur ce sujet éminemment technique. Et l'ANSSI est évidemment le cœur battant de la sécurité des systèmes d'information dans notre pays. Mon général, allez-y. Merci, Monsieur le Président de la Commission numérique de l'AMF. Bonjour à toutes et à tous. Une rapide incident très vite. Ce n'est pas l'ANSSI qui a les budgets, qui a la main sur le budget des collectivités territoriales. On a proposé d'ailleurs, à l'occasion du plan de relance, de profiter de cette occasion pour se lancer dans un grand projet qui nous a permis de mettre plus de 100 millions d'euros au profit des collectivités, que ce soit pour les CSIRT ou que ce soit dans les parcours cyber. Et puis, on a eu cet été une conséquence de la crise ukrainienne et avec des sujets de résilience. Et lorsque le Premier ministre a dit qu'il faut qu'on fasse un effort très clair sur un terme de résilience, l'ANSSI, on a levé le doigt, on a dit on a une idée. D'autant plus que la stratégie nationale de défense a bien évoqué qu'il fallait qu'on rentre dans une logique de co-construction et d'accompagnement des CSIRT dans un dialogue à région. On a profité de cette opportunité pour pouvoir, entre guillemets, proposer un accompagnement complémentaire aux régions. Ce n'est pas un budget ANSSI, en fait. Mais ceci, l'ANSSI travaille dans des logiques de long terme et de co-construction. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a excellemment bien décrit le général Husson sur la menace ou bien Jérôme Notin sur les fonctions du GIP. Je vais dire juste rapidement que l'ANSSI travaille aussi sur des sujets un petit peu identiques, puisque retenez qu'une seule chose, le site Mes services cyber, sur lequel vous retrouverez le fameux diagnostic évoqué par le général Husson, qui est quelque chose qui était simple et qui est parti du constat que, justement, par rapport à ce tout dernier kilomètre, ce dont ont besoin les petites structures, qu'elles soient collectivités ou entités, c'est d'avoir un contact humain qui leur permette de rentrer dans le détail de leur propre état de l'art. Si je dis 2 mots sur cet outil de diagnostic cyberdépart, la logique a consisté à recruter des aidants, qui soient policiers, gendarmes, dans les CCI, dans les CSIRT, dans les cybercampus, pour pouvoir porter ces diagnostics. Et ces diagnostics déroulent une méthode qui est simplement issue du guide d'hygiène numérique de l'ANSSI, qui est un document public qu'on retrouve depuis 2-3 ans et sur lequel sont listés de manière méthodique l'ensemble des bonnes pratiques de base. Et cet outil cyberdépart donne une idée aux petites collectivités en leur disant bon, il y a 42 mesures théoriques. En ce qui vous concerne, vous, les premières marches à grimper, ça serait celle-ci.
Et on travaille en parallèle, pour le coup, ce n'est pas du coup du cyberdépart, mais on travaille en parallèle avec les régions, celles qui ont leurs agences de développement économique, leur CISORT, ce qu'a excellemment bien décrit le représentant de la métropole du Grand Paris, qui est une logique qui nous va très très bien, c'est que le diagnostic cyberdépart a vocation ensuite à mettre en relation avec des aidants, qui soient OPSN, qui soient cybercampus, de manière à ce qu'eux puissent être accompagnés en proximité avec des offres qui correspondent à leurs besoins. Donc notre travail à nous, ANSSI, est vraiment d'essayer de créer cette dynamique. Il y a quand même un sujet sur lequel, dans la position d'autorité nationale cyber qui est la mienne, j'observe au travers de ce qui a pu être dit toute la matinée qu'il y a quand même un énorme progrès par rapport aux 3-4 dernières années. On parle maintenant de gouvernance et de mutualisation quasiment à chaque fois. Vous avez rappelé, M. Molinos, que c'est vraiment une responsabilité de gouvernance et donc d'élus. J'étais hier à l'European Cyber Week où il y avait une table ronde sur les collectivités, notamment par rapport à leurs services essentiels. Eh bien, le mot gouvernance était quasiment identifié comme le mot de la fin par tous les intervenants à chaque fois. Et c'est quelque chose qui est vraiment nouveau. Le mot mutualisation qui a été exprimé aujourd'hui est, à mon avis, l'avenir. Les petites collectivités, on se rend bien compte qu'elles n'ont pas d'appui technique de proximité. Cet appui technique important, il faut qu'il soit disponible. Il y a plusieurs modèles d'appui mutuel qu'on a pu observer sur les territoires. Il y a le modèle des OPSN, que vous connaissez bien en Bourgogne-Franche-Comté. Il y a le modèle des agences techniques départementales, que moi j'ai pu observer en Dordogne, qui s'avère remarquablement efficace. Ou grosso modo, parce qu'il y a une... et ça fait allusion à une remarque de M. Sauvade que j'ai entendue il y a 2-3 ans, qui pensait que les conseils départementaux et les communes avaient vraiment quelque chose à faire. Là, on a un exemple en Dordogne où le conseil départemental a réellement héberge les données de quasiment toutes les communes. Et je trouve que ce modèle est très sain au plan cyber, parce que derrière, du coup, les conseils départementaux ont un peu plus de capacité d'ingénierie. Hébergeant les données des communes, ils ont forcément des problèmes d'interconnexion. Les conseils départementaux qui se sont fait planter par par les gens qui étaient interconnectés avec eux, c'était un grand classique. Donc il faut attention à ce que les communes appliquent des bonnes pratiques. Ils leur font dérouler des diagnostics de cyber. Ils les branchent sur des outils automatisés. Enfin bref, il y a vraiment une dynamique collective qui est en train de se mettre en place. Et je pense que typiquement, un des enjeux de la loi NIS 2, mais je vais attendre qu'elle soit votée quand même, c'est que ce soit la loi accélératrice d'une dynamique qui est déjà à l'œuvre. Moi, je trouve que cette idée est assez belle. Tout le travail, finalement, de l'ANSSI est d'arriver à créer cette dynamique collective, parce que rester au simple niveau de l'utilisateur est essentiel, mais il n'est pas suffisant pour donner aux élus la capacité de piloter. Je raconte une petite anecdote qui est toute fraîche. Avant de venir ici, j'étais sur le stand B43 que je partage avec Acima, et j'ai un président départemental d'association de maires qui vient me voir et en me disant qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider, mais pas pour m'aider moi en fait, pour aider les 450 maires des communes de 450 habitants que j'ai auprès de moi. Et un peu sec comme ça, parce que l'ANSSI, avec ses 1 ou 2 délégués régionaux par région, n'a pas une capacité d'accompagnement personnalisé direct, mais notre vraie plus-value, elle est vraiment dans l'amélioration du système. Ma première réaction a été de lui dire, mais avez-vous un OPSN? Et très vite, il s'est rebranché. Oui, effectivement, il y a le SIDEC. Tout ça pour vous dire, pour faire passer ce message. Ah, un Jurassien. Un Jurassien. Travaille avec l'Agence régionale du numérique. Tout ça pour vous faire passer le message qu'effectivement, la mutualisation, c'est important. Et généralement, à chaque fois que j'ai les maires que je vois comme ça, je leur dis, mais monsieur le maire, la véritable décision à votre niveau est de savoir si vous voulez continuer tout seul pour gérer les mots de passe, le VPN, maîtriser le dialogue avec les techniciens,
ou bien si vous devez faire confiance à un organisme utilisateur. Et là, le choix des organismes utilisateurs, c'est très clairement une question d'intelligence territoriale. Est-ce que ça doit être l'OPSN? Est-ce que ça doit être la communauté de communes? Est-ce que c'est un modèle qui aussi existe? Est-ce que ça doit être la métropole, comme ça a été bien expliqué ou bien est-ce que ça doit être l'agence technique départementale? La véritable décision du maire et de l'élu consiste à se dire avec qui je travaille, d'une part, et ensuite, comment est-ce que j'organise pour piloter le dialogue au quotidien, pour m'assurer quand même que les choses sont bien faites. Voilà, je pourrais parler sur ces sujets-là pendant des heures. Merci, mon général. Il nous reste en théorie 8 minutes et plus beaucoup de temps pour les questions, mais je m'étais engagé à interroger ou à passer la parole au commissaire Anne, représentant l'OFAC. Donc je vais le faire à l'instant. Un complément sur ce qui vient d'être dit. C'est plus simple pour le maire lorsque le paysage de qui fait quoi est clair. Et donc, il y a, c'est vrai, des agences techniques départementales, des agences régionales, des syndicats. Le SIDEC, en l'occurrence, c'est un syndicat d'énergie. Il revient aux organismes mutualisateurs supérieurs de s'entendre entre eux pour apporter au maire une réponse unique. Parce que sinon, il se dit, mais alors, qui me dit la vérité? C'est le département qui me raconte qu'il fait un cloud, c'est la région qui me raconte qu'elle fait un cloud, c'est ce truc CSIRT qui est un acronyme insupportable, anglais en plus, qu'on a gardé, bon, on fait avec, et il ne s'y retrouve pas. On a besoin de clarté. Quand dans une commune rurale, on a un problème, on appelle le 17, on a le gendarme. En ville, on appelle police. On le sait, il faut que sur la cybersécurité, même si les systèmes à mettre en place de mutualisation sont complexes, même s'il faut intervenir, parfois le département, parfois la région, c'est aux mutualisateurs d'avoir l'intelligence de s'entendre pour apporter au maire une réponse. Qui ne se disent pas, mais qui dit la vérité entre le président de la région, le président du département, le président de l'interco, parce qu'après viennent se mélanger dans tout ça des considérations, pardon de le dire aussi brutalement, politicienne au mauvais sens du terme, et on finit par croire celui qu'on aime plutôt que celui qui dit une vérité. Et en matière de cybersécurité, la gendarmerie et la police sont agnostiques et elles protègent la totalité de nos concitoyens. Ça n'est pas un sujet d'orientation. Donc il faut absolument que les opérateurs de mutualisation aient la maturité pour que sur un territoire donné, on sache que l'interlocuteur, c'est Pierre ou c'est Paul, mais je n'ai pas à choisir entre le grand laïc que je suis va le dire, Saint-Pierre ou Saint-Paul. Ce n'est pas ça le sujet. Commissaire, un mot sur l'action de la police en zone police notamment, et puis ensuite une ou deux questions, et ensuite déjeuner. Alors plus que l'action, bonjour à toutes et à tous, plus que l'action en zone police, je pense que ce qui est important, surtout pour conclure par rapport à tout ce qui a été dit, c'est qu'on a beaucoup d'outils, on le voit, qui existent, parce qu'aujourd'hui, sur les facteurs qui font que le risque cyber peut être, on va dire, insuffisamment pris en compte dans certaines collectivités, notamment les petites collectivités. Ça peut être la méconnaissance, aussi un calcul coût-bénéfice qui fait qu'on considère qu'on est trop petit, donc on n'intéresse personne et que ça ne vaut pas le coup d'investir. Ou, autre facteur, l'idée qui peut faire qu'on prend suffisamment en compte ce risque, c'est qu'on manque de solutions. Tout ce qui a été présenté montre que c'est un risque majeur. Que ça vaut le coup d'investir, puisque pour un territoire, c'est un profond traumatisme pour une collectivité lorsqu'elle est cyberattaquée, et qu'il y a des solutions. Maintenant, ce qui manque dans tout ça, c'est le facteur humain, la nécessité d'avoir un contact de proximité, notamment pour les petites structures qui ont moins de moyens, quelqu'un qui vient faire un diagnostic, quelqu'un qui accompagne, et c'est tout le rôle des cyberpréventeurs qui existent au sein de la police, mais aussi au sein de la gendarmerie, qui sont là au profit des collectivités. Pour l'OFAC, pour la police, je pense au RECIM, au réseau des experts en cybermenaces, RECYM, qui peut être contacté. Encore une fois, pour avoir un cyberpréventeur qui vient, qui fait un diagnostic, qui accompagne l'élu, qui accompagne le maire ou ses équipes, pour dire bah, voilà ce qui pêche dans votre organisation, voilà ce sur quoi vous devez mettre le curseur, comment vous pouvez mettre en place votre plan de gestion de crise lorsque vous serez attaqué, puisque ça a déjà été dit aussi dans cette matinée. La question n'est pas de savoir si on va être attaqué, mais quand on va être attaqué. Et ce qui est important dans ces circonstances, c'est d'avoir déjà pensé en fait à qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre en place, et d'avoir préparé un plan de gestion de crise. Donc là encore, les cyberpréventeurs, ils sont là pour vous accompagner. C'est évidemment une prestation de service public, c'est gratuit. Donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Police, gendarmerie,
en fonction des cyberpréventeurs qui sont sur vos territoires pour vraiment vous accompagner, pour avoir ce contact humain. Et surtout, ce qui compte pour nous, parce qu'on le fait pour les collectivités, mais aussi pour le tissu économique local, hein, pour les TPE, PME, qui, comme les différents chiffres qui ont été montrés ce matin, l'attestent, sont vraiment aujourd'hui les principales victimes, c'est aussi de permettre aux élus de prendre en compte ce risque cyber à leur niveau, pour leur collectivité, mais aussi d'être moteur sur leur territoire, pour leur tissu économique, pour vraiment être dans cette logique de sécurité numérique à l'échelle des territoires. Il y a de très belles initiatives qui se mettent en place sur des comités régionaux de sécurité numérique, des comités départementaux de sécurité numérique. Je pense que c'est des choses qui peuvent être déclinées à l'échelle de territoire, à l'échelle de communes, encore une fois en mettant de l'humain avec tous les acteurs qui se parlent, qui, comme ça a été dit aussi précédemment, qui optimisent, qui rationalisent, qui mettent en commun pour voir qu'est-ce qu'on fait. Dans mon expérience de proximité, quand j'étais chef de circonscription, on faisait chaque année dans les communes des CLSPD, donc pour la sécurité du quotidien. Je pense que ça, on peut le faire pour la sécurité numérique. Encore une fois, des comités territoriaux de sécurité numérique qui feront que tous les acteurs réunis parleront, échangeront des bons procédés et mettront vraiment en place de l'humain pour vous accompagner. Désolé, je vais vite parce que je sais que le temps il est compté, mais encore une fois, voilà, c'est ce que je tiens à souligner, c'est que au-delà de tous ces outils qui existent sur des organismes, on va dire, centraux, à un niveau, voilà, sur cette réponse par le haut, et qui sont vraiment de très beaux outils, derrière, on met du contact humain, des cyberpréventeurs pour vous accompagner, pour les mettre en place dans vos territoires, et encore une fois, voilà, qu'on ait vraiment cette proximité qui soit là pour vous, parce que c'est ce dont vous avez besoin. Vous êtes au demeurant très pris sur d'autres sujets, et on est là encore une fois pour être à vos côtés. Merci beaucoup. Ce qui a changé en 3-4 ans, c'est la prise en compte par l'État et qui a confié à la gendarmerie, ensuite à la gendarmerie et à la police, le risque cyber comme un risque majeur. Nous nous souvenons de la création du ComCyber. Quel était le nom du général qui a été mis à la tête en premier, qui est venu là deux ans de suite? Vous ne savez plus non plus, Véronique. Et comme je suis le plus bavard, ça a été souligné par le directeur de cybermalveillance. Mais on a un point commun, vous êtes tête en l'air, moi aussi. J'ai vu une main qui se levait, et puis la conclusion sera faite par Michel, qui sera beaucoup plus synthétique que moi. Si on peut passer le micro, ou approchez-vous. Il ne sera pas dit qu'on n'aura pas donné la parole. Bonjour, je m'appelle Jean-René Chevalier-Maxent, je suis secrétaire général d'une petite collectivité des Pyrénées-Orientales, moins de 3000 habitants. Je suis accompagné de Madame la maire. Madame la maire, tu es consciente de toute la responsabilité qui pèse sur tes épaules. N'oubliez pas les DGS, n'oubliez pas les secrétaires généraux de mairie qui, en tant que responsables de l'organisation du travail, et la CNIL nous le rappelle, sont aussi responsables des données à caractère personnel. Je l'ai dit en premier, le sujet, il est dans les petites collectivités, il n'y a qu'un agent souvent, c'est le secrétaire de mairie ou la secrétaire de mairie. J'ai dit que le risque, il était d'abord humain, que les élus et les agents devaient faire attention. Donc évidemment, c'est sur vous et sur les agents que beaucoup reposent. Et une commune de 3000 habitants ne peut pas avoir de DSI, ne peut pas avoir de services dédiés. Donc c'est sur moi que pèsent aujourd'hui toutes ces questions-là. Alors j'ai entendu parler de Nice, d'Annecy, de DPO, de CNIL, de Cyber 17, de DSI, de EPSN, d'Agence technique départementale, de RECIM, mais je n'ai pas entendu une fois le terme compétences. Et là où je regrette que Madame la ministre soit partie, c'est que l'État définisse, comme elle l'a fait dans la loi NOTRe, comme elle l'a fait dans la loi 3DS, les compétences en matière du numérique. Pour qu'on sache effectivement, non, ce n'est pas forcément à l'autorité mutualisatrice de se débrouiller pour savoir qui va faire quoi. Nous, aujourd'hui, on a notre téléphonie, c'est un prestataire privé choisi par l'Interco, mais ce n'est pas le cas de l'informatique. L'informatique, c'est géré par un prestataire privé que nous avons, nous, embauché. Ce n'est pas le cas de notre DPO. Vous pouvez préciser votre question, c'est quoi votre question de compétence? J'attends tout simplement que l'État définisse les compétences, comme on définit la compétence ordure ménagère. Comme on alors pas du tout. Alors je vous arrête tout de suite. Les compétences. Alors je vous arrête tout de suite. Je vais vous dire tout de suite notre position sur la data comme sur ça. Ça n'est pas, il n'y a pas une compétence par niveau de collectivité sur les sujets numériques, intelligence artificielle et données. Nous produisons tous de la donnée. Les communes en produisent, les départements en produisent et les régions en communes. Donc il n'y a pas de question de division, surtout pas.
rentrer dans un truc qui ferait que la législation attribuerait une compétence dédiée à un niveau. Nous sommes tous producteurs et nous sommes tous, donc nous devons être tous responsables de ce que nous faisons. Pardon, je vous arrête tout de suite. C'est une opinion que vous pouvez avoir, mais je vous dis que ce sera sans doute pas celle que nous défendrons au niveau des associations de collectivités, parce que cette question-là, elle est complètement transverse. Je ne sais plus avec qui on évoquait le sujet tout à l'heure. Ça n'est pas le département qui décide du budget de la commune, ce n'est pas la commune qui décide du budget de la région. Et donc la question de la donnée, de sa protection, de son exploitation, etc., elle doit être gérée par chaque niveau de collectivité. Après, la vérité, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est que les petites collectivités n'ont pas de ressources et que donc il faut avancer vers des solutions de mutualisation. Sinon, nous nous retrouvons nus devant des prestataires privés qui nous racontent ce qu'ils ont envie de nous raconter. Et il nous faut de la compétence pour comprendre ce que sont ces enjeux-là. Mais de la compétence humaine, pas de la compétence juridique de tel niveau de collectivité. C'est pour ça que je vous demandais de préciser. Oui, pardon. oui, je vous rejoins. Mais définir quand même le cadre juridique pour améliorer la mutualisation, voire forcer la mutualisation sur certains points, bon, parce que quand on ne s'entend pas sur une interco ou au niveau pluricommunal pour se dire on va partager ensemble un DPO, on va partager ensemble une DCI, comment on fait ? Mais aujourd'hui, je suis d'accord, il y a déjà un cadre. Hein. Les régions sont responsables des stratégies d'aménagement numérique et qui comprend la dimension usage. Il est vrai que dans sa sagesse œcuménique, le Parlement laisse au département la possibilité de définir des schémas, des schémas départementaux d'usage numérique. Bon. Sur le pilotage stratégique, c'est vrai que ça reste assez compliqué. Moi, je déplore qu'on puisse encore monter un cloud ou un nuage régional, alors qu'en même temps, on a un département qui dit « moi aussi, je fais mon nuage ». Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, j'appelais à de la responsabilité. Mais on est au début. Est-ce que c'est Laurent Roget que je vois là-bas au fond? Bonjour, monsieur le directeur numérique de l'ANCT, qui nous sensibilise sur les risques de cyberattaques pendant la période électorale. Merci, Laurent. Une toute dernière chose, si vous voulez bien, c'est la certification. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on est tout nu. Quand on est secrétaire général de mairie et qu'on nous dit « faut gérer les serveurs, les sauvegardes, etc. », on ne peut pas demander, ou alors c'est extrêmement compliqué, il faut aller à un niveau très détaillé. Et vous, le cloud, il est bien en France ? Et vous, les DPO, vous avez bien les attestations, etc. Monsieur le secrétaire, si vous voulez, je vous invite à ce qu'on en discute tous les deux, parce que là, on est en train de sortir du cadre. J'ai bien compris que vous vous sentiez, et vous avez raison, un peu isolé. On attend de l'État, on attend les certifications sur les prestataires privés. Donc là, je suis rassuré par ce que disait monsieur le directeur. Mais l'ANSSI le fait, les CECIRT le font. Il existe, ce fonds l'intermédiaire, il existe beaucoup de choses. Ce que je vous invite à faire, c'est échanger avec le représentant de l'ANSSI ou moi, une fois que la séquence est terminée, parce qu'on rentre dans des niveaux de détail qui sont éminemment intéressants, mais qui malheureusement sont plus compatibles avec nos délais qui sont dépassés par ma faute. Donc je passe tout de suite la parole à Michel pour qu'il conclue. C'est ta faute, effectivement, Patrick. Non, il y a complémentarité, évidemment, entre les uns et les autres, mais c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on a dit hier sur les infrastructures, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'IA, c'est ce qu'on redit ici. Évidemment, il y a complémentarité. Et c'est un vice-président de région et c'est un vice-président de département et ce sont deux maires qui l'affirment ici. Non, merci évidemment aux collègues qui ont témoigné de leur expérience. Merci à ceux qui sont nos partenaires au quotidien dans le cadre de l'AMF et que nous retrouvons toujours ici avec grand plaisir. On va libérer la salle très clairement. N'hésitez pas à intercepter le général, le commissaire, les représentants, si vous voulez compléter quelques minutes ou prendre des coordonnées. Simplement une information qui a du sens. Vous avez vu tout à l'heure que nous avons raccompagné la ministre qui va nous rencontrer très prochainement, qui souhaite nous rencontrer pour faire le point des dossiers en cours et surtout qui accepte le principe de venir dans une prochaine commission numérique de l'AMF pour traiter des dossiers que nous souhaitons aborder avec elle. Il faut savoir que la dernière fois qu'on a vu passer une ministre, qui était une secrétaire d'État également, dans la commission numérique de l'AMF, de mémoire, c'était en 2016. Donc ça veut dire que... Elle ne nous citait pas, alors que celle-là nous cite. Mais voilà, et donc c'est quelque chose d'important pour vous rappeler que l'association des maires porte votre parole, que Patrick et moi, nous pouvons le faire, à condition que vous remontiez ces informations,
que vous nous alimentiez dans la façon dont, vous avez compris l'engagement de Patrick, nous pouvons défendre les intérêts des communes. Je vous rappelle que ce point info sera retransmis sur le site de l'AMF. Je rappelle aux collègues maires qu'ils doivent aller voter pour la modification des statuts, parce que si on n'a pas un nombre suffisant de participants, c'est 5000 en présentiel, c'est quelque chose qui est assez tendu. Et enfin, j'invite les élus à se rendre sur les corners de la police, corners, pas terrain de foot, hein, les coins consacrés à la police, à la gendarmerie, à l'ANSSI et au GIP Cybermalveillance qui ont animé cette fin de matinée. Un grand merci à vous tous. Venez nombreux sur la commission numérique de l'AMF. Nous vous attendons et nous vous souhaitons une excellente continuation de congrès. Croyez-moi, la ministre en parlait avec nous en aparté. Elle a été extrêmement impressionnée par la salle comble au niveau de l'IA. Et même si sur la cybermalveillance, c'était un petit peu moins présent, mais l'heure tournait. Et le fait qu'elle ait été impressionnée, ça veut dire que le message que nous, maires, nous portons, il est désormais entendu par l'État. Il est entendu, maintenant il faut que suive un certain nombre d'actes. Vous avez compris que là, il y avait des difficultés. On sera aidé, mais pas financièrement, on l'a évoqué tout à l'heure. Bonne continuation de congrès, merci à vous tous.